Eh bien, salut à tous, c'est Nikal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le deuxième épisode de Vulgamatic qui va parler exclusivement de la couche Ethernet. Alors avant de commencer, je voulais vous dire merci d'avoir bien accueilli le premier format de vidéo, donc Vulgamatic, le premier épisode. Je tenais aussi à vous dire que j'ai quand même des difficultés en fait, vu que je connais déjà ce modèle de réseau, que j'ai beaucoup fait de réseau là-dedans, d'essayer de vulgariser, enfin pour des gens qui n'ont jamais vu ça, de me mettre à votre place. Donc si parfois je vais un peu trop loin, ou vite, il faut surtout pas hésiter à me remettre en place avec des bonnes baffes dans les commentaires, voilà. Et donc c'est parti. Alors on va tout de suite repartir pour ceux qui n'ont jamais fait d'infos. Alors, on avait vu la dernière fois le modèle TCP/IP. Est-ce qu'on avait vu ça pour rien? Non, c'est pas anodin. Juste avant de commencer, j'ai eu des petites questions sur le modèle TCP/IP. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'infos, voilà. À quoi ça sert? C'est en fait à la fin, on voit quand même une architecture pyramidale, en fait. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Bah, ça, c'est vraiment le format pour savoir comment on encapsule une trame, d'accord? Quand je voulais faire une requête, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans la vie de tous les jours. Quand je fais une requête avec mon ordinateur, quand je demande, comme on avait vu une page web à Libération, donc comme dans le dernier épisode où je demande de m'apporter tout simplement la page web, donc le code HTML. Il faut savoir que on m'a posé cette question, mais alors si j'ai bien compris, c'est un système en pyramide du coup. Est-ce que si j'enlève un étage de la pyramide, elle va s'écrouler? Donc on va faire l'analogie tout de suite. Si j'enlève une maison, d'accord, si j'enlève les piliers porteurs d'une baraque, d'accord, la maison elle va s'écraser, d'accord, si j'enlève les fondations, elle va tomber. Par contre, si j'enlève le grenier, le grenier, je vais faire un trou, c'est cool, il va faire froid, mais bon, la maison va rester sur pied. En info, c'est exactement pareil, dans le modèle TCP/IP. Si je retire la couche physique, donc la première couche, la couche tout en bas, la couche Ethernet, si je la retire de ce modèle, tout simplement, elle ne pourra pas faire de suite, d'accord? Parce que, en gros, dans la couche Ethernet, on n'a pas encore vu, mais la prochaine adresse, c'est le routeur. C'est notre routeur le plus proche. Donc, pour renvoyer la trame, c'est celle qui permet de faire, en fait, tout le boulot de direction, comme on avait vu avec la voiture de la poste, d'accord? Qui permet de s'acheminer de centre de tri à centre de tri, donc c'est-à-dire de routeur à routeur. On n'a pas encore vu ce que c'était qu'un routeur, mais on peut savoir que c'est celle qui permet d'acheminer, en fait, qui permet de dire, ok, il faut que j'aille là-bas, d'accord? Donc si on l'enlève, c'est la merde. C'est la merde, mais vraiment, on peut pas envoyer de trame. Par contre, si j'enlève le protocole applicatif, donc admettons je suis tout en haut, j'enlève, je sais pas moi, du Telnet, du FTP, du SMTP, un DNS. Et oui, je pourrais vous faire là, écoutez, on pourrait faire un exemple où on n'a pas de DNS, ça fonctionne très bien. Seul problème, c'est qu'on n'a pas encore vu ce que c'était qu'un DNS. Un DNS, c'est quelque chose de très pratique, mais si je l'enlève, c'est pas très grave, voilà, il faut se le dire. Il existe aussi quand j'utilise le protocole ARP par exemple, qui est sur la couche réseau en fait, si je l'utilise, il supprime en fait tout simplement les couches de transport au-dessus et du coup les couches d'application aussi. Donc c'est à dire que c'est un protocole qui fait que deux couches en fait, la couche physique et puis la couche réseau avec l'ARP. Tout le reste il n'y en a pas, l'ARP il est comme ça, d'accord? On verra en détail par la suite. C'est pour ça, donc il faut bien comprendre, ce modèle, il est modulable, d'accord? J'espère que j'aurai été assez clair avec ça. On aura passé 3 minutes 50 de vidéos qui n'ont rien à voir du tout encore, enfin un petit peu avec la couche Ethernet, mais voilà. Allez, c'est parti pour la couche Ethernet vraiment maintenant. Et vous voilà sur une trame Ethernet V2. Alors vous allez me dire, ça y est, l'autre il commence à mettre des V2, tout simplement parce que oui, il existe encore une nouvelle fois beaucoup de modèles, il existe différents modèles de trame Ethernet. Plus ou moins obsolète, voire carrément obsolète fini quoi, donc on s'en sert pratiquement plus. Et donc là on voit la trame donc V2, donc la trame la plus utilisée actuellement quand vous faites tout simplement une requête, par exemple comme on avait vu sur libération.fr, ou qu'on veut envoyer, qu'on utilise du FTP, que ce soit du RP ou une éventuelle, je sais pas moi, Telnet, qu'on veut utiliser du Telnet. Comme pour toutes les trames, donc la trame Ethernet possède ce même modèle. Donc elle possède un préambule, une adresse de destination, une adresse source, un ethertype ou une longueur. Là, peut y avoir un changement suivant la trame qu'on utilise, le type de trame. Les données. Aussi, au tout début, peut y avoir un changement, mais c'est vraiment minime, donc concentrez-vous sur la trame V2. Et le CRC, donc la remorque, d'accord? Quelque chose qui va nous permettre de vérifier si la trame est juste, voilà. Et c'est parti, on va tout détailler.
Et donc on commence par le début, c'est un peu mieux, par le préambule. Alors le préambule, lui, comporte 8 octets, c'est ce qui est inscrit sur le petit schéma. Donc il y a 7 octets qui sont là pour synchroniser les horloges. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça représente 7 octets en chiffres, vous inquiétez pas, je vous afficherai tout au-dessus de la trame. Même si ça va faire beaucoup de chiffres. Hein. Alors 7 octets, donc vous faites 7 x 8, hein, ça va faire 56, donc on aura 56, 1 ou 0. Comment je sais si c'est des 1 ou 0? Et ben ça c'est le modèle de la trame qui me l'indique. Donc là on sait que pour le préambule, pour synchroniser les horloges, donc ça sert à ça le préambule, on alterne entre 1 0, 1 0, 1 0, 1 0 8 fois du coup pour un octet, et on répète ça 7 fois vu qu'il y en a 7, d'accord? Donc ça va nous faire 1 0, 1 0, 1 0, 1 0 une fois, 1 0, 1 0, 1 0 deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. La huitième fois, pour terminer le préambule parce que ça fait 8 octets, il y a un délimiteur de trame. Lui, c'est pour dire c'est le début de la trame, d'accord? Il dit, lui, c'est exactement pareil, c'est 1 0, 1 0, 1 0, 1 1. Voilà. C'est juste différent, à la fin c'est 1 1 et pas 1 0. Voilà. Vous inquiétez pas, il y aura les chiffres. Ensuite, on a l'adresse MAC de destination et l'adresse MAC source. Elles font 6 octets et d'habitude, ça vous comprenez super bien. Parce que de toute façon, on verra certainement un exemple en hexa et on verra certainement mon adresse MAC. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour vous indiquer comment on regarde son adresse MAC. Et là, on verra comment adresse MAC. Et on pourra aller aussi voir une trame sur Wireshark pour voir comment est-ce qu'est représentée mon adresse MAC. Donc ça, on passe. On peut parler quand même du broadcast Ethernet, si vous voulez savoir comment on communique avec tout le monde quand on est sur un broadcast Ethernet. On met tout au maximum, d'accord? On met tous les bits à 1, ce qui va nous faire ff.ff.ff.ff. Voilà, et je vous donne la suite plus tard. Maintenant, on arrive à l'Ethertype, ou la longueur, ça dépend des fois. Si cette valeur est supérieure à 1500, alors on est dans le modèle de trame V2, le modèle le plus utilisé. Si cette valeur est inférieure à 1500, alors on utilise le 802.3, qui est un modèle Ethernet qui est beaucoup moins utilisé. Voilà. Ensuite, on arrive tout simplement au champ de données, d'accord? Donc ce champ de données, il comporte de 46 à 1500 octets, d'accord? S'il fait moins de 46 octets, ce qui peut arriver régulièrement, on fait du bourrage, d'accord? C'est-à-dire que l'on va rajouter des 1 ou des 0 dans le but de standardiser la trame. En fait, c'est comme les prises électriques, en fait, si vous préférez. Il faut que toutes les prises se ressemblent, en fait. Hein. Si on va dans un autre pays, on doit avoir un adaptateur, voilà. Mais les prises se ressemblent tout le temps. On ne peut pas rajouter une broche comme ça, sinon en fait, vous ne rentrez pas dans la prise. Donc là, on utilise tout le temps un modèle standard qui doit posséder minimum 64 octets. Une taille de 64 octets, il me semble. De toute façon, je vous mettrai le résultat au-dessus. Et ensuite, donc là on a les données, donc ça va comporter tout simplement les couches supérieures, c'est tout ce qu'on a encapsulé, d'accord? Donc on aura, par exemple, pour le cas, si on veut parler avec du HTTP, on aura de l'IP qui encapsulera lui-même. Après on verra, mais là on aura donc le champ supérieur, donc l'IP, d'accord? Pour finir maintenant, le CRC, donc qui est le champ de contrôle de la redondance cyclique. What? C'est quoi ça? Ça permet de s'assurer que la trame elle a été tout simplement correctement transmise et que les données peuvent être délivrées donc au protocole d'au-dessus. Qu'il n'y a pas eu une erreur en fait. Donc c'est genre un polynôme qui fait x puissance 32 plus x puissance 26 plus x puissance, je vous sortirai la formule, c'est assez rigolo. Et il permet de contrôler les erreurs, donc c'est bien pratique. Et c'est comme pour ceux qui ont déjà fait un peu d'électronique, c'est un peu comme un bit de parité ou d'éventuels mécanismes de détection d'erreurs en fait. Désormais on a fini avec la trame, maintenant vu qu'on a un peu vu comment ça fonctionnait, maintenant on va aller voir vraiment avec Wireshark, un cas concret, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Allez c'est parti. Donc maintenant on se retrouve sur Wireshark. Voilà, j'ai déjà commencé pour gagner du temps. Ethernet, donc c'est mon interface, on voit qu'il y a de l'activité, je le prends. Ok. Je vais appliquer un petit filtre HTTP. Et on va aller sur un petit site web que j'ai créé. Alors attention, avec un design et du CSS de fou. Voilà. Donc hop, là on a des. Donc tous les deux premiers là on s'en fout, parce qu'ils nous intéressent. Donc là, on va juste regarder vite fait mon IP pour savoir, mais bon moi je le sais déjà, c'est juste pour vous. Pour savoir l'IP source et l'IP à laquelle on veut parler. Alors, tac tac, voilà, mon adresse IPv4, 1.27, d'accord, donc il nous faut des trucs en 1.27, voilà. Alors en 1.27, on a ceci, qui communique avec, donc il nous fait un get, là, donc il demande une page Ethernet, on voit, et on lui répond, ok. Donc on va juste regarder, pardon. Donc le get ne nous intéresse pas trop en fait, parce que c'est moi qui demande au serveur, donne-moi la page Internet, et lui il dit, tiens, voilà la page Internet. Alors on va regarder vite fait, hop, et voilà. Donc là regardez, on est donc dans le
On est dans la page internet qu'il m'a donné, le code HTML du coup. Et regardez, donc là c'est mon code HTML, c'est une balise HTML, un body, un test pour YouTube, c'est exactement ça, en titre, donc H1. Et bon, il n'y a pas de slash. Ah si, mais les slash automatiquement, oui, c'est vrai. Parce que à chaque fois, oui, c'est vrai, j'ai fait entrer sur mon clavier. Donc le slash n signifie entrée. Donc là, on était dans la couche un peu applicative, enfin même beaucoup. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va bien s'attaquer à la couche Ethernet. Donc on rattaque. Alors la couche Ethernet, elle comporte quoi? Elle est ici. Donc là, vous avez la trame totale. Vous avez la couche Ethernet, la couche IP, la couche TCP, et on a vu la couche applicative et les données. Donc, elle est ici, c'est la première, c'est la couche physique, d'accord. Voilà, avec Wireshark. On a donc le type de la trame, c'est une Ethernet 2, d'accord. Excusez-moi pour le téléphone. La source, c'est l'adresse MAC source, et ça c'est l'adresse MAC destination. Alors dans destination, on a une adresse MAC, donc on va regarder, si on clique, hop, il va me highlighter les 6 octets, donc voilà. Les 6 octets ici sont les 6 octets de l'adresse destination, d'accord. Donc c'est mon adresse MAC. Là ça va être, hop, l'adresse MAC source, donc là je veux parler avec ma box, donc mon prochain routeur, voilà, donc c'est les 6, regardez, donc là on a les, hop, je vais juste faire comme ça avec le clavier, on a donc les 6 octets, d'accord, donc là, adresse destination, adresse source, et ensuite type. Alors type, on avait dit que c'était l'Ethertype, donc on peut même vérifier si c'est bien Ethernet 2, pour cela, j'ouvre une petite calculatrice, voilà, il me dit, l'Ethertype c'est combien? Regardez ici, on clique, 1800, 0800, d'accord. Donc ça fait, on va dire, on vient en hexadécimal, hop. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si je fais tout simplement 0800, c'est pareil. Donc ça fait 2048. 2048, c'est bien supérieur à 1500. On est bien dans une trame, tout simplement, V2. Donc c'est bien un Internet de version 2. Voilà. Si vous remarquez, comment Wireshark ne met pas le préambule, d'accord. Il met pas le préambule et il ne met pas le CRC. Regardez à la toute fin, j'ai la fin de ma balise HTML. C'est la dernière balise. J'ai un point. Donc dans Wireshark, le préambule et la CRC n'apparaissent pas. Ce n'est pas très très important. On en a un peu rien à cirer parce qu'il nous délimite la trame lui-même. On sait que ça c'est le début de la trame. D'accord. On sait que ici j'ai le début de ma trame. Donc ça fait 6 octets, on avait vu 6 octets, 2. Voilà. Et ensuite là on a le contenu. Hein. Donc là c'est le contenu de la trame. Et on passe donc à la couche supérieure. Là on passe à l'IP. Ensuite, on va passer donc du protocole IP, on va encore passer au protocole supérieur, on va passer au TCP, et ensuite, on va passer à l'HTTP. Mais là, vous comprenez bien qu'à partir de ça, donc, après l'Ethertype, on est dans le champ de données, d'accord. Et là, hop, on passe donc tout simplement dans la couche supérieure, donc dans les données, on est dans la couche IP. Voilà. Je voulais vous dire aussi un peu pour les adresses MAC, pour ceux qui savent, parce que c'est un peu un mystère. C'est totalement différent avec une adresse IP, déjà. Donc l'adresse MAC est une adresse physique qui va être utilisée pour la couche la plus basse déjà. Elle est unique, elle est créée par votre constructeur, d'accord. C'est pour ça qu'en fait le logiciel peut comment Wireshark c'est donc là on n'a pas micro, je sais pas si c'est un constructeur, mais en gros il peut détecter le constructeur. Il suffit de regarder les 3 premiers octets donc de la couche de votre adresse MAC. Et vous pouvez aller sur internet et tout simplement c'est référencé. Si ces 3 octets font, je sais pas moi, 6C, 62, 6D, alors c'est une Realtek. Si ça fait 66, 8B, je sais pas trop quoi, et ben alors ça c'est une Netgear, etc. Donc elles sont toutes référencées suivant les 3 premiers octets. C'est la fin de cette petite vulgamatique. J'espère que j'aurai été assez clair. S'il y a des petites questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez d'autres trucs que vous voulez savoir ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on peut faire quelques vidéos dessus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'avoir bien accueilli le premier épisode, c'était sympa. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire, donc c'était Tikal, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.